Aujourd'hui, on visite Karine de Alpaga Fibrefine. Elle va nous faire la visite de sa ferme et nous donner un cours 101 sur l'alpaga. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma ferme Alpaga Fibrefine. Ici on voit une partie de nos animaux. On se spécialise en fait dans les alpagas noirs. On a toutes les couleurs pareilles, là, je vous expliquerai ça peut-être un peu plus tard. On fait de la transformation de la fibre aussi. Vous allez voir qu'on a une boutique avec les produits aussi. De la transformation de la fibre de l'alpaga. Je vais vous présenter ça un petit peu les animaux, comment que je fais le train, tout vraiment la base de l'alpaga. Fait que si jamais vous voulez avoir des alpagas, vous allez savoir un petit peu la base de ce qu'il faut faire pour en prendre soin, finalement. Puis, petite question juste Oui, sur le oui, oui, départ. bien sûr. Tu sais, il y a la laine de mouton, la Oui. laine d'alpaga. C'est quoi la différence Ben, entre les deux? ouais, ben, les deux, c'est des fibres naturelles. Mhm. La différence, vraiment, se situe au niveau de la finesse. L'alpaga, c'est reconnu pour être une fibre luxueuse, puis on compte vraiment sur la finesse. Fait que c'est sûr que quand on choisit un alpaga, on ne choisit pas un alpaga, n'importe lequel alpaga pour produire de la fibre, parce que à un moment donné, la fibre, elle vaudra quasiment rien, puis l'alpaga, ça va coûter comme 4, 5 fois, 6 fois plus cher qu'un mouton à élever. Fait que c'est ça, il y a de la qualité dans l'alpaga. C'est très, très vaste, la qualité, comparativement aux moutons, ou qui ont uniformisé vraiment là, avec les années la qualité de la fibre. OK, parfait. Là, je vais vous montrer un petit peu Le train quotidien. comment je fais le train quotidien. Tu as combien d'alpagas en ce moment? Présentement, je n'ai toujours entre 35 et 40 OK. alpagas. Je me situe vraiment tout le temps comme ça. C'est pas que... c'est vraiment une question de limite là, de terrain, j'ai décidé ça. Puis, et aussi, parce que pour une seule personne à temps plein, autour de 30-35 alpagas, là, ça commence à être beaucoup plus de travail. Chaque alpaga, il faut voir comment ils vont chaque jour, puis on risque plus de n'échapper au-dessus de 35-40 pour une seule personne. Là. C'est plus facile de n'échapper, de ne pas visualiser un problème. Fait à noter, les alpagas, c'est des animaux curieux, peureux, mais aussi très stoïques. Fait que quand ils ne filent pas, comme c'est des proies aussi, ils vont faire semblant que tout va. Donc, ils vont jouer la comédie, puis ils sont très bons là-dedans, jouer la comédie. Donc, ils vont aller manger avec les autres, ils vont aller toujours, ils vont suivre les autres, ils vont faire semblant de manger même des fois. Puis, des fois, malheureusement, c'est à la dernière minute qu'on voit qu'ils ne filent pas, puis des fois, il est déjà trop tard. Donc, tu sais, comme éleveur, il faut vraiment que je regarde mes alpagas. Chaque jour, il faut que je les connaisse, il faut que je reconnaisse leur comportement. Puis que si je vois vraiment qu'il y en a un, y a-tu vraiment mangé? OK, il s'est couché plus vite que d'habitude, il est un petit peu à l'écart, ou il se lève moins vite, il peut-tu avoir quelque chose, il a la queue levée, il fait-tu de la fièvre? Donc, c'est ça, c'est des petits détails qu'il faut C'est vraiment comme un peu plus regarder. les animaux sauvages. Là. Ils peuvent pas se permettre de le montrer. Exact, exact. Puis quand ils le démontrent, souvent, s'il était, mettons, à l'extérieur, s'il était sauvage, il deviendrait la proie, puis c'est ça. Nous autres, on le voit à la dernière minute, là, souvent, fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Okay. Donc, je vais montrer ça. Ouais. Ici, je nous ai gardé un pen. Moi, j'en ai 4 différents. J'explique pourquoi. Parce que chez l'alpaga, on ne peut pas mettre les mâles avec les femelles, de 1, parce qu'il n'y a pas de chaleur chez l'alpaga. Donc, on ne veut pas que le père accoupe sa fille, de 1. De 2, on ne veut pas non plus que les mâles essaient toujours d'accoupler les femelles, parce que ça va occasionner beaucoup de stress chez les animaux. Et le stress, c'est vraiment le pire ennemi de l'alpaga. Quand un animal qui est stressé, c'est un animal qui est plus facilement malade. C'est un animal qui risque plus de se blesser aussi et tout ça. Donc, on ne veut pas les stresser. Donc, c'est pour ça aussi que les mâles sont séparés. Troisième raison, c'est parce que la gestation est très longue. 11 mois et demi de gestation. Okay. Donc, on ne veut pas avoir de bébé en plein hiver non plus. Quand il fait très froid, le bébé est évidemment mouillé. Puis, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit peu... Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Aujourd'hui, il fait 6 ce matin. Si j'ai un bébé qui n'était à 6 tout mouillé, ça serait pas... ça serait pas l'idéal. Ça serait pas l'idéal, mettons. Donc, c'est ça. Fait que quand on essaie que les bébés, finalement, ils naissent là, entre la fin mai puis début septembre, à peu près, là, le temps qui fait le plus chaud aussi. Puis, ça nous permet aussi, vu que c'est une période fixe de l'année, d'être plus présent. L'hiver, veut pas, on fait le train, puis il n'y a pas de pâturage. Fait qu'on on fait le train, puis on s'en va. Fait que, on voit moins ce qui se passe au quotidien. On est moins souvent avec les animaux, contrairement à l'été où on a des tâches extérieures, qu'on les visualise plus souvent. Donc, ça nous permet, c'est ça, que ça soit tout rassemblé au même moment, de ne pas manquer la naissance, de voir s'il y a un problème. L'alpaga, ça a un seul bébé par année, qu'on appelle le cria. Un seul bébé par année, donc on y tient. Quand on fait de la reproduction, on y tient. La femelle, elle va vivre jusqu'à 15-18 ans, mettons, avoir des bébés jusqu'à cet âge-là, le gros max. Fait que puis avoir son premier bébé vers 3 ans.
Ouais, 3 ans ou un peu plus tard, là. Mhm. Donc, ça nous donne comme un petit range d'une dizaine de bébés gros max par femelle dans sa vie. Donc, on ne veut pas en échapper juste parce qu'on n'était pas là au moment de la naissance. Donc, c'est ça, les enclos sont séparés comme ça. Donc, les mâles sont séparés des femelles. Puis ici, on est dans l'enclos des juvéniles et des femelles qui ne sont pas gestantes pour cette année. Vraiment, je garde 2 enclos de femelles, 2 enclos de mâles. Tu sais, les femelles, je les sépare vraiment pour une question de logistique parce que les femelles qui ne sont pas gestantes ou juvéniles, ils vont manger moins de granulés que les femelles qui sont gestantes. Quand on parle des femelles gestantes ou allaitantes, là, plus allaitantes, quand ils vont allaiter, ils vont, au lieu de 2500 calories, qui est comme une femme normale, l'alpaga, c'est la même chose, 2500 calories par jour, ils tombent à 12 à 15 000 calories par jour. Fait que c'est excessivement plus pour garder leur poids. Puis même souvent, en allaitant, les femelles ils vont perdre du poids malgré leur nutrition supplémentaire. Que ça demande énormément d'énergie pour une femelle alpaga allaitée son cria. Donc, c'est pour ça qu'ils sont séparés. Donc, ici, c'est les juvéniles. Fait qu'on voit un petit peu exactement à quoi ça ressemble le matin quand j'arrive. Ils vont faire des litières communes. Fait qu'on va le voir ici, l'alpaga fait des litières communes. Ici, j'ai fait un creux parce que pour certains éleveurs, ça fonctionne. Ils vont se situer là. Mais tu sais, on voit qu'ils débordent un peu des fois. Tu sais, l'alpaga, c'est le fun. On parle de litières communes. C'est le fun parce qu'on n'a pas à ramasser partout. Tu sais, il n'y en aura pas à grandeur. Le défaut de ça, c'est qu'on ne peut pas choisir où ils vont faire leur litière. Fait qu'ils vont choisir vraiment un coin pour faire leur litière. Souvent, c'est en avant de la porte. Des fois, on est vraiment malchanceux et on est obligé de piler dedans pour rentrer. C'est ça, eux autres sont quand même bien situés. Je suis bien contente. Fait que c'est là. Fait que, on va commencer. Je commence souvent par ça. Fait que je vais commencer. La cure. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous autres, je fonctionne vraiment à la brouette puis tout ça. La plupart des éleveurs, je pense, à l'intérieur aussi, c'est à brouette. L'extérieur, moi, je suis encore à brouette à cause du nombre d'alpagas, à cause de la configuration de mes pâturages. Donc, on voit que je ne sais pas si, j'imagine que vous avez remarqué que je n'ai pas mis de litière. Dans certains élevages, ils vont mettre vraiment un couvert de paille. Le problème avec ça, c'est l'ammoniac. Donc, même pour nous autres, là, ça peut vraiment irriter les voies respiratoires. C'est la même chose pour l'alpaga. Fait que c'est pour ça qu'on essaie d'éviter là, d'en mettre par-dessus. Parce qu'au fond, tu ramasses un peu à tous les jours. Oui, c'est ça. Bon, on ramasse à tous les jours. Ça facilite l'affaire, puis ça nous évite d'avoir une grosse tâche. Tu sais, si on accumule, ben, à un moment donné, on a une journée qui a une méchante job à faire. Vous avez vu, ça m'a pris à peu près 3 minutes et quart. Ouais, même J'ai 4 box à faire. Tu sais, un train là, quotidien, tu sais, avec 35-40 alpagas, ça me prend 45 minutes. Gros max par jour, puis je fais vraiment tout, là. Fait que, tu sais, quand on a juste quelques alpagas, c'est 5 minutes, puis c'est fait, là. Fait que, tu sais, j'aime mieux passer 5 minutes par jour, en profiter, voir les animaux, puis tout ça, m'assurer que tout va bien, que d'avoir une méchante grosse job à toutes les fins de semaine, là, pour ramasser. Une autre raison pourquoi, je vais aller chercher mon balai, ce sera pas long. Ouais. Une autre des raisons pourquoi on ne met pas de foin à terre, c'est parce qu'on ne veut pas que ça colle dans la fibre. Parce que veut pas, on la ramasse, cette fibre-là, puis il faut la trier à la main. Fait que toutes les cochonneries qui se ramassent sur l'alpaga, il va falloir les enlever à la main. Fait que, tu sais, surtout à ce temps-ci de l'année, là, on est au printemps, on fait la tonte à la mi-mai. Je veux toujours qu'il y ait le moins possible de cochonneries qui vont dans leur poil, puis veut pas, ils vont se rouler à terre. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment toujours de garder ça le plus clean possible. C'est sûr que veut pas, ils vont en sortir leur box à foin, puis ils vont s'en étendre dessus. Puis c'est sûr qu'avant la tonte, on va l'enlever manuellement avant la tonte, parce que c'est plus facile avant la tonte, pour permettre que ce soit le mieux possible qu'il n'aille moins à trier après. Fait qu'au lieu d'être sur litière, pour le confort des animaux, on est vraiment sur des tapis. Ouais, comme des tapis de caoutchouc. Ouais, des gros tapis de caoutchouc comme des tapis de vache. Par contre, tu sais, je pourrais avoir juste des tapis. Je ne sais pas si tu vois là-bas le tapis en carré. Ah, comme les tapis Ouais. un peu pour enfants. Là, ouais. Exact. Les tapis pour enfants, il y a des éleveurs qui font ça. Moi, je les aime plus ou moins parce qu'ils finissent par se détacher. Les alpagas courts, ils détachent un carré, c'est fatigant un petit peu. Mais tu sais, il y a des petits tapis là, vraiment très minces qui peuvent se faire pour l'alpaga. Parce que contrairement aux vaches, tu sais, les sabots puis tout ça, à un moment donné, ils viennent qui trouent. Tu sais, ces tapis-là, je les ai depuis 12 ans. Ouais, Puis, c'est tu sais, je veux dire, ils n'ont pas vieilli, là. Tu sais, ils étaient usagés en plus quand je les ai eus. Ça venait d'une ferme laitière qu'ils avaient scrappé parce qu'ils étaient trop scrap pour eux autres. Fait qu'on se rend compte à quel point que ça brise pas. Ouais, ça n'a pas le même poids non plus, une vache. Ça n'a pas le même versus, poids. Tu sais, un alpaga, c'est entre 150 livres, 200 livres, gros max, là. Un gros mâle, là. Fait que c'est pas très lourd, puis c'est pas des sabots. En dessous des pieds, c'est vraiment des coussins. Je le montrerai tantôt. C'est vraiment des coussins, puis sur dessus, il y a 2 ongles.
2 ongles longs. Tu sais, ça, c'est le propre des camélidés. Toutes les camélidés, on les reconnaît par rapport à ça. Tu sais, quand on dit camélidés, là, on parle du chameau dromadaire, qui est les grands camélidés. Puis, bon, il y a le chameau de Bactriane, là, qui est un sauvage, un des rares sauvages, puis il n'y a plus beaucoup, là, mais on le connaît un petit peu moins. Dans les petits camélidés d'Amérique du Sud, il y a vraiment l'alpaga, la vigogne, qui est son ancêtre, le lama, puis le guanaco, qui est l'ancêtre du lama. Fait que c'est comme 2 cousins, là, le lama puis l'alpaga. Puis c'est ça, puis ils ont tous des pieds comme ça, qui sont particuliers. C'est le fun pour ceux qui sont dans le désert, parce qu'ils ont le pied large, puis ils ont ça leur permet de bien marcher. Chez l'alpaga, ça permet vraiment de ne pas briser les pâturages. Fait que, tu sais, dans des régions du monde où qui subsistent, jamais sauvages, on s'entend, ils appartiennent tous à quelqu'un, mais tu sais, au Pérou, Bolivie, tout ça, il y a moins d'herbes qu'ici. Tu veux pas briser ton pâturage. C'est ça, tu veux pas briser ce que tu pourrais peut-être manger demain, qui te resterait demain. Donc, ils veulent vraiment pas briser. C'est pour ça souvent qu'on va les taguer comme des animaux plus écologiques, parce qu'ils brisent pas les pâturages, ils font des litières communes, comme je disais tout à l'heure, fait qu'ils n'étendent pas des parasites partout, ils sélectionnent leurs affaires, puis on va le voir aussi tantôt, là, tu sais, la bouche de l'alpaga est particulière vraiment pour couper l'herbe. Le moindre petit bout d'herbe qui reste. Fait que, tu sais, c'est vraiment des animaux très conservateurs, puis je les appelle les animaux de fin du monde, parce que je me dis qu'à la fin du monde, ils pourraient survivre beaucoup plus facilement que d'autres animaux. Donc, oui, c'est ça, je parlais de ça. C'est ça, donc je ne mets pas de paillis supplémentaire. Tu sais, une chose qu'on peut faire, surtout l'été que je fais, on peut mettre des granules de bois. C'est un peu comme des granules de bois de chauffage, là, pour absorber l'urine, pas qu'il y ait trop de mouches. Parce que sinon, quand il commence à avoir de la mouche, là, ça reste dans les alentours. Tu sais, le fumier de l'alpaga, ça sent vraiment pas très fort, mais tu sais, avec l'urine, ça va attirer pareil les mouches. Donc, on peut mettre des granules de bois pour absorber dans les litières. C'est ça. Les tapis, en fait, c'est ça. On pourrait être sur une base de ciment, mais il faut absolument qu'il y ait quelques tapis pour les genoux de l'animal. Mais normalement, là, ils vont s'accommoder de la plupart des sols. Idéalement, c'est ça. Mais sol de terre aussi, là, quand il fait chaud, ça peut être agréable. Là. Mais pas à l'année, pas le froid à l'année, c'est pas super. On va parler du foin. Bon, là, j'aurais pas de super gros exemples à donner en ce moment. Je ne sais pas si tu veux regarder un petit peu à l'intérieur. Là, je n'ai mis 2 parce qu'ils sont quand même une dizaine ici. Je veux vraiment qu'il y ait de l'espace, tout le monde pour manger. Mais tu sais, ça ici, je ne sais pas si on voit bien, là. Tu sais, ça, c'est pas un super foin pour eux autres. Tu sais, quand ça craque le moindrement, tu sais, que ça ressemble à un nid d'oiseau, là. Ça, ils n'aiment pas ça. Ils ne mangeront pas. Puis c'est des animaux qui vont quand même trier beaucoup. Je ne sais pas si tu vois ici, là, j'ai comme un rond. Il se fait comme des nids. Là. Ouais, c'est comme des nids. Ils vont vraiment creuser avec leur taille, vraiment jusque dans le fond de la boîte. Fait que souvent, ce qui reste à la fin de la journée, des fois beaucoup moins que ça, là, c'est juste du branchage tourné en rond, comme s'ils venaient de se faire un nid. T'sais, ils vont manger vraiment plus le feuillu. Puis même cette feuille-là, je me rends compte que cette année, là, qu'ils ne mangent pas super, est peut-être un petit peu trop vieille. Normalement, on va donner du 2/3 coupe. Il ne faut pas que ce soit un foin trop riche non plus en protéines, parce que l'alpaga, en fait, si c'est trop riche en protéines, le poil, il va élargir. Puis, on va essayer de faire une histoire courte. Ce qu'on mesure, en fait, ce qui donne la finesse à une fibre, c'est le micron. C'est le millionième de mètre, donc le diamètre d'un poil. Plus que c'est fin, plus que c'est doux, puis que ça ne pique pas, puis que c'est agréable à porter. Plus que c'est corsé, moins c'est agréable à porter, puis qu'à un moment donné, ça pique tout le temps. Fait que, c'est pour ça qu'à une certaine époque, les gens n'aimaient pas porter de la laine de mouton, parce qu'ils prenaient des moutons avec une fibre très corsée, puis ça leur piquait tout le temps la peau. Donc, mais c'est ça, mais l'alpaga, c'est pas ça. Surtout quand on prend un alpaga de qualité. C'est sûr que si on prend un alpaga vraiment bas de gamme, là, ça va commencer à piquer, puis c'est préférable de faire d'autres choses avec la fibre. Fait que pour avoir une belle fibre, c'est une question de génétique, mais aussi une question d'alimentation. Puis c'est pour ça que je parle de ça par rapport au foin. Foin de 2e coupe, pas trop protéiné. Fait que ça nous permet d'avoir une fibre le plus fine possible par rapport à la génétique de l'animal. Fait qu'on s'aligne à peu près de 12 de protéines. Quand il est analysé, 12 de protéines, assez feuillu quand même, pour pas qu'il trie trop, qu'on ait trop de pertes. Fait que ça, je vais en laisser un petit peu. C'est ça, il risque d'en manger un peu quand même. Donc, je vais souvent le relever, puis en dessous, des fois, il y a un petit peu de foin qui tombe, quand c'est plus court, puis tout ça. Fait que, je vais juste leur tasser un peu, puis en mettre un peu à côté. Puis souvent, même des fois, ils vont manger juste le dessus. S'il y a trop de branchage, ils vont manger vraiment juste le dessus. Fait que moi, je vais juste revirer carrément la balle pour qu'ils puissent manger le dessous. Fait que, changer le foin, je viens au moins 2 à 3 fois par jour pour soit rajouter du foin, changer le foin. Ça, je le donne à volonté. Fait que j'ai pas de
de limite avec ça, sauf que c'est sûr que, tu sais, ils ont besoin de ça pour ruiner. Fait que je vais en donner à volonté pour ça, mais c'est sûr que s'il est très protéiné, là, je vais avoir un problème, un d'embonpoint, qui va me causer des problèmes au niveau de la fibre, puis au niveau de la fertilité, tout ça. C'est pas quelque chose que je veux. Donc, celui-là, c'est ça, celui-là, il est très, très beau, là. Quand c'est tout fin comme ça, là, ça, il mange ça comme du bonbon. Donc, ça, c'est pour le foin. Autrement, on va donner de la moulée. Ben, en fait, ici, on appelle ça de la moulée. Si c'est quelqu'un de l'Europe qui regarde, on parle de granulé, parce que ça, pour eux autres, la moulée, c'est quelque chose de très liquide. C'est pas la même chose. On s'est rendu compte de ça avec le temps. Des granulés. C'est des granulés qui sont faits spécifiquement pour l'alpaga. Tu sais, je sais que j'ai entendu des histoires. Moi, je donne du maïs à mes alpagas. C'est pas super. Ça leur donnera pas une belle fibre. 2, ils auront une moins bonne santé juste avec ça. Il faut vraiment que ça soit le plus équilibré possible. Là-dedans, il y a des vitamines ajoutées, tout ça, des minéraux. Fait qu'on étend dans une gouttière. Fait qu'ils mangent vraiment tout en même temps. Contrairement à certains élevages, ils vont vraiment les nourrir à part. L'alpaga, c'est vraiment un animal de troupeau. Fait qu'il reste tout le temps en troupeau. Il mange en troupeau. Ça a des défauts parce que, tu sais, quand, mettons, une vache va manger individuellement sa ration, on sait ce qu'il mange. On sait la quantité qu'il a mangé. On sait que s'il y a de l'embonpoint, on en donne moins. On sait que s'il est trop maigre, on en donne plus. Le problème avec l'alpaga, c'est qu'en mangeant en troupeau, il y en a qui ont des comportements un petit peu qui vont pousser l'autre parce qu'ils aiment ça. Il y en a qui vont se laisser faire, il y en a qui vont vouloir tout manger, qui vont se mettre sur le côté de la mangeoire. On va les voir manger tout à l'heure. Fait qu'il y en a toujours qui vont manger un petit peu moins que les autres, qui ont moins bonne nutrition que les autres. Fait que c'est le défaut de ça. Mais c'est ça, on calcule en troupeau, puis après ça, on réagit. Autre chose que je vais mettre, c'est des minéraux. Fait que c'est vraiment de la petite poudre. Il y a des minéraux qui se vendent en bloc, là, mais pour l'alpaga, c'est pas adapté. C'est vraiment quand ça ressemble à du sable, là. Mais c'est ça, pour l'alpaga, c'est pas adapté en bloc parce que l'alpaga n'a pas tendance à lécher. Oui, certains qui me disent oui, il en mange pareil, il gruge. Oui, c'est vrai, regarde, on voit que des fois, les alpagas, ils s'amusent à gruger. Mais c'est pas tous les alpagas qui vont le faire. Fait que, pour être sûr que tout le monde en puisse en prendre, c'est mieux en poudre. C'est vraiment des minéraux qu'on fait brasser pour les alpagas, pour les besoins des alpagas. La fibre, plus que la fibre est dense, et qui ont de fibres sur eux autres, plus qu'ils ont besoin de minéraux pour pouvoir faire pousser leurs fibres. Contrairement aux moutons, ils ont besoin de cuivre pour faire pousser leurs fibres. Il faut qu'il y ait une belle croissance, tout ça. Fait que, oui, ça contient du cuivre. Fait que, c'est pas adapté de mettre des alpagas, je vais en reparler plus tard, mais c'est pas adapté de mettre des alpagas avec des moutons, pour ça. Donc, on va mettre toujours des minéraux. J'en mets dans les coins un peu. Ouais, j'en mets dans les coins des mangeoires. Puis, c'est pas beaucoup, là. Mais souvent, je vais en remettre aux 2 jours. J'attends que ce soit vide, mais c'est free choice qu'on dit. C'est-à-dire que l'alpaga va y aller s'il y en a de besoin. Souvent, ceux qui vont manger moins, ils vont venir compléter avec ça. Ils vont en prendre un peu, ils vont 2-3 lécher, puis c'est très salé. Ils n'en mangeront pas des tonnes. Tremper babine dedans, là, puis il va y avoir assez de minéraux et de vitamines pour les aider à avoir une meilleure santé là, quand ils sont plus en bas et qu'ils se font pousser par tout le monde. L'eau, c'est toujours important. Ce n'est pas des chameaux. Dans mes familles, il y a le chameau, mais c'est vraiment différent. Je m'excuse, hein, je te dérange. Même les chats vont boire là-dedans. Mais non, c'est ça, c'est dans la même famille que le chameau puis le dromadaire, mais contrairement aux autres, ils n'ont pas de bosse, qui n'est pas une bosse d'eau en passant, qui est vraiment une bosse de graisse. Mais c'est ça, ils ont besoin d'eau à tous les jours, comme les animaux conventionnels de ferme qu'on connaît. Donc, il faut vraiment avoir une eau. Fait que, on va nettoyer à tous les jours l'abreuvoir. Moi, je suis chanceuse, j'ai un abreuvoir automatique chauffé l'hiver, il est branché. Là. Il est branché l'hiver, mais je n'ai pas toujours eu ça. Puis, quelqu'un qui voudrait juste quelques alpagas, pas besoin de s'acheter ça. Il y a des chaudières chauffantes qui se vendent des chaudières à bleu. Là. Je pense que c'est autour de 80-90 maintenant. Fait que, on va nettoyer les abreuvoirs au moins une fois par semaine. Nettoyer les abreuvoirs, moi, je vais peut-être plus aux 2-3 jours. Fait que, automatique, ça se lave bien comme ça. Puis, mais quand on parle de chaudière chauffante, il y a comme 3 levels, finalement. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'animaux, il y a comme 3 levels. Premier niveau, quelqu'un qui a juste une grange puis qui est capable d'avoir de l'électricité minimalement. Là, il va brancher une chaudière chauffante puis il peut se remplir des 18 litres d'eau dans la maison puis d'aller porter. J'ai fait ça au début avec quand j'ai eu commencé à avoir des alpagas jusqu'à peu près
20 alpagas, là. Tu sais, quand j'étais rendue à 4-18 litres 2 fois par jour, puis qu'il fallait que je manquais de glisser sur la glace quand je m'en venais faire le train, là, on a dit, ben là, il faudrait peut-être avoir de l'eau jusqu'à la grange. Deuxième étape, c'est d'avoir de l'eau jusqu'à la grange. Fait qu'on isolait vraiment un tuyau pour avoir de l'eau ici, qui n'apportait pas aux abreuvoirs, mais qui nous permettait de remplir nos 18 litres ici pour aller vider dans nos chaudières chauffantes. Puis le troisième, le summum, c'est d'avoir de l'eau automatiquement chauffée, branchée l'hiver, que ça ne gèle pas. Donc, c'est l'idéal, parce qu'il ne faut pas qu'il en manque. Puis, tu sais, j'entends des fois des gens dire « Ouais, mais il peut manger de la neige. » Mais de la neige, c'est pas pareil. L'eau n'est pas à bonne température. Absorber, ça va être beaucoup moins évident pour l'animal. 2, ben il faut qu'il en mange pas mal, la neige. Ouais, puis ça a tombé du ciel, ça a capté toute la pollution. Fait que tu vas ramasser plein de bactéries puis tout ça. Ils vont en manger de la neige. On ne peut pas les empêcher non plus de manger de la neige, mais on ne veut pas qu'ils s'abreuvent juste de neige. Fait qu'on a toujours de l'eau à disposition. Donc, la dernière étape pour faire entrer les animaux, on ne les oublie pas dehors. Fait que là, tu vas les voir manger. Il y en a qui ne gênent pas pour ramasser en passant le plus qu'ils peuvent. Là, on voit vraiment un comportement de la... Tu sais, les oreilles en bas, là, c'est ça. Là, elle a dit... c'est lui, tasse-toi de là, je veux pas que tu manges là. Fait qu'on voit que c'est ça, des fois, c'est pas évident, surtout pour les plus jeunes. Les plus jeunes vont se faire souvent repousser plus. Fait que c'est souvent pour eux autres que c'est plus important d'avoir des minéraux. Parce que si j'ai juste de la moulée, puis qu'ils se sont fait repousser, puis ils n'ont pas mangé gros, bien, il reste le foin. Si le foin n'est pas riche, parce que c'est pas une super qualité de foin, où il n'y a plus de minéraux, puis de vitamines dedans, parce qu'il a traîné longtemps, bien, l'animal il va dépérir à cause de ça. Là. Donc, on peut peut-être aller voir l'autre côté, où qui ont déjà mangé, puis je vais pouvoir te montrer un petit peu. Ici, une belle petite femelle qui est née l'année dernière, qui est nerveuse un petit peu. Tu sais, c'est un animal qui n'aime pas ça être touché. Que, tu sais, déjà, quand on les attrape, ils font « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Elle n'a pas été entraînée, née l'été passé. Donc, elle n'a pas été entraînée au licou non plus, fait qu'elle est encore plus nerveuse quand on y touche. Donc, tu sais, quand on disait qu'il y a plein de cochonneries dans la fibre, ben c'est ça. Tu sais, toutes ces cochonneries-là, il va tout falloir que ça s'en aille avant le filage, même des excréments, toutes sortes d'affaires. Puis, tu sais, elle n'a pas une super grande longueur parce que je tombe mes cryas à 2 semaines de vie. Là. Mais, tu sais, quand ils naissent, ils ont déjà un bon pouce, 1,5 pouce de fibre. Fait qu'il y a 1,5 pouce de moins qu'elle devrait avoir si elle était née comme ça, j'avais rien rasé. Puis, elle est née quand même assez tardivement. Fait que, tu sais, quand on regarde la fibre de l'alpaga, là, on va vraiment ouvrir sur le côté comme ça. Parce qu'on voit les petites vagues ici, on appelle ça du crimp. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand on regarde un animal, là, puis on se dit, mon Dieu, j'aimerais ça acheter lui, là. C'est pas juste dans le champ, puis, lui, là-bas, là, il a de l'air bien. Je pense que c'est lui, je prends. C'est pas comme ça qu'on magasine un alpaga. Fait quand on regarde un alpaga. Surtout quand on le veut pour la fibre. Là. Surtout quand on le veut pour la fibre. Ça, c'est terrible. C'est pas parce qu'il t'a donné un bec qu'il va donner une belle fibre. Tu sais, c'est sûr qu'on va des alpagas qui aient des bons comportements, qui aient une belle structure aussi. Tu sais, on va regarder le phénotype, on va regarder, oui, dans le champ, on va le regarder marcher. Naturellement, OK, marche-tu bien? OK, oui, c'est correct. Mais après ça, il faut le voir de proche, il faut ouvrir la fibre. Fait que, tu sais, le dos, il est ici. Fait que c'est à peu près la distance entre le pouce et mon majeur. Tu sais, c'est à peu près au milieu. Fait qu'on va ouvrir la fibre. Il ne faut pas trop tirer parce que là, on va tout écraser. C'est ça. Fait que là, on va regarder le crimp. On va regarder la finesse. Fait qu'on peut regarder un peu la finesse entre les doigts. Regarder qu'est-ce qu'on sent. Est-ce qu'on sent comme des petites roches? Est-ce qu'on sent comme du sable? Est-ce que ça coule comme du beurre? Est-ce que c'est comme de l'eau? On sent pratiquement rien. Fait que c'est comme ça qu'on va avoir une bonne idée de la finesse. C'est sûr que c'est pas comme un histogramme, parce qu'on peut faire des analyses qu'on appelle des histogrammes qui vont nous donner la moyenne de microns, le millionième de mètre de l'animal, qui va nous donner le meilleur indice sur sa qualité. Mais tu sais, quand on va voir quelqu'un puis on regarde un animal, on peut évaluer quand même en grande partie là, sa finesse. On va regarder sa densité, même si c'est biaisé un peu, la regarder comme ça nous donne quand même une idée là, de regarder, de palper et de dire, OK, est-ce que je tombe vite à la peau? Est-ce que j'ai un bon rebond? Je sens une belle épaisseur? Mais pourquoi je dis que c'est biaisé un peu, c'est que plus que c'est fin, plus que de la finesse dans la fibre, je m'excuse, je te retiens, hein? Plus que de la finesse dans la fibre, moins on va avoir l'impression que c'est dense. C'est un peu comme quand on a un pot de crayon. Tu sais, on a juste des petits crayons à mine, puis on a des gros marqueurs. Si on a le même pot, puis on met 5 marqueurs ou 5 crayons à mine, on va avoir l'impression qu'il y a de la place, puis les marqueurs, il n'y aura pas de place. C'est la même chose pour ça. Si on a l'impression que c'est dense, les marqueurs, puis que les crayons à mine sont
sont lousses, là, mais c'est Ouais. la même chose pour ça. Fait que, tu sais, si on touche ça, puis que c'est super fin, puis on se dit, mon Dieu, il n'y a pas de densité, mais attends un petit peu, s'il y a une finesse exceptionnelle, on a l'impression qu'il n'y a pas de densité, mais il y a le même nombre de poils que si j'avais un micron plus élevé. Il faut faire attention à ça. Mais c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est sûr que si on ouvre, mettons, un alpaga comme ça, puis on se dit, ah, mais tu sais, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de. Tu sais, je sens comme si c'était de la roche, puis il n'y a pas aucun crimp. Peut-être qu'on est mieux de choisir un autre alpaga pour la fibre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que plus que les animaux vieillissent, plus que le crimp va disparaître, le micron va augmenter, un peu comme nos cheveux. Tu sais, les cheveux de bébé, c'est toujours tellement doux. C'est la même chose pour l'alpaga. Au début de leur vie, c'est très, très doux. Puis plus que les années avancent, plus que les grossesses arrivent, plus qu'ils vont corser. Bonjour, Dolan. Tu viens nous voir? Donc, c'est ça. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment pour la fibre. Puis, tu sais, idéalement, on la regarde partout. Tu sais, ça c'est un. Le côté, c'est souvent la meilleure qualité qui est là, mais tu sais, on peut regarder ici, dans l'épaule, dans la cuisse. Tu sais, des fois, même, on peut regarder dans la tête. C'est drôle à dire parce que c'est pas une qualité qu'on récolte, mais tu sais, quand on a encore du crimp dans la tête, bien, ça nous donne une bonne idée. Tu sais, puis là, on peut regarder dans le cou. Y a-tu du crimp dans le cou? Il y a du crimp dans le cou. Il y a du crimp pas mal partout. Il se ressemble-tu, le crimp? C'est-tu la même finesse partout? L'animal, où que ça descend, à quel point quand on descend que c'est fin encore, qu'il y a du crimp, le crimp est-tu pareil, ça va nous donner des indices sur la qualité de l'animal. Fait que ça c'est vraiment pour la fibre, on va regarder ça comme ça. C'est pour la conformité, bien, on va regarder, on essaye que l'alpaga il fasse un carré parfait. Fait que en haut de la tête, ça. T'sais, on ne veut pas qu'il y ait un très, très long cou, on ne veut pas qu'il y ait des longues pattes, on ne veut pas que le dos soit vraiment très large, qu'il fasse un rectangle. Idéalement, on veut que ça soit vraiment le plus carré possible. On veut qu'il y ait une belle structure, on veut qu'il y ait de l'espace en avant, mettre sa main comme il faut. En arrière, c'est la même chose, on ne veut pas que les pattes soient collées en arrière, qu'il fasse des pattes collées comme ça. On ne veut pas que les pattes fassent curve sur le côté. Ça, c'est vraiment tout, on appelle ça le phénotype. C'est vraiment tout le gabarit de l'animal physique. Il y a les gènes aussi, là, de plus en plus, on travaille avec les EPD aussi. Expected Progeny Difference, en anglais. Fait que, on veut savoir l'animal, sa progéniture, est-ce que, selon l'analyse avec c'est des ordinateurs qui calculent ça avec des formules, est-ce que l'analyse de l'animal fait qu'avec tout son bagage génétique va faire en sorte qu'il va nous donner un animal qui va être plus fin que la moyenne de l'alpaga. Fait qu'on travaille avec ça vraiment. On parlait tout à l'heure des caractéristiques de l'alpaga. On a la belle. On peut regarder peut-être les onglons. On parlait des onglons tout à l'heure. Ouais, on t'entraîne à rester calme. Fait qu'on voit en dessous, c'est vraiment des coussins, comme des coussins de chien. Puis, tu sais, ici, là, c'est encore un coussin, là. Tu sais, je veux dire, l'ongle, il est juste par-dessus. Fait qu'il est vraiment juste par-dessus les doigts séparés, comme ça. Fait que c'est le pied de l'alpaga, tout beurré. Tout beurré. Donc, ça, c'est le doigt de l'alpaga. Hey, je m'essuie, je m'en vais jouer dans la bouche après, c'est pas super, hein? Bon. Donc, c'est ça, il y a les oreilles de l'alpaga. Puis ça, c'est souvent, tu sais, on parle du lama ou de l'alpaga. C'est quoi? C'est-tu un lama que t'as? T'élèves-tu des lamas? La différence se trouve beaucoup au niveau du visage. C'est sûr qu'il va y avoir des différences au niveau du corps. Tu sais, un lama classique, il n'y aura pas de poils sur ses jambes. Souvent, ils vont être beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, les lamas. Mais quand on peut voir la différence, on le voit surtout au visage. Tu sais, l'alpaga va avoir des oreilles vraiment en triangle, finalement, là. Tu sais, si j'avais, là, à décider qu'elle les mettait à terre. Ouais. Mais tu sais, le lama, il va avoir des oreilles en banane là, qui vont curver vers l'intérieur. Tandis qu'eux sont pointus. Eux autres sont pointus en fer de lance, qu'on dit. L'autre différence, c'est que l'alpaga, son crâne, l'autre crâne est là, le nez, il est là. Il y a vraiment une curve ici. Le lama, ça va descendre direct. Fait que, si on voit qu'il y a un front, souvent, c'est un alpaga. C'est sûr que l'alpaga et le lama peuvent s'hybrider. Un hybride, on appelle ça, soit, ça dépend qui est la femelle ou qui est le mâle, là, on appelle ça soit un warizo, soit un misty. C'est les hybrides. Fait que oui, il peut y avoir des hybrides. Oui, l'alpaga peut avoir des très longues oreilles un petit peu curvées. Bien, peut-être que c'est un mix entre un alpaga et un lama. Ils ont toujours des grands yeux. Puis qu'est-ce que je disais tout à l'heure par rapport à la bouche? C'est vraiment séparé ici, là. Fait qu'ils peuvent aller très, très, s'ils veulent aller très, très près de l'herbe, ils vont comme ça. Puis en haut, on voit qu'il n'y a pas de dents. C'est vraiment les dents d'en bas là, qu'on voit. Puis en haut, ils vont s'appuyer sur un pad. Fait que ça, c'est comme une gencive dure. Puis ils vont vraiment couper l'herbe en s'appuyant. Elle commence à avoir les dents longues un petit peu. Tu sais, on voit que ça dépasse, là. Souvent, quand ça dépasse la deuxième sur le côté, là, j'ai une petite... Fait que là, la tonte, elle s'en vient. Puis c'est ce qu'on va faire pendant la tonte aussi.
On va vraiment couper les dents. Puis ça pousse comme des lapins. Ça pourrait pousser là, à dépasser son nez. Tu sais, des fois, on voit des photos sur YouTube d'alpagas laids. C'est ça. C'est que souvent, ils vont dépasser, là, puis ils vont pousser, puis ils vont repousser les babines, là, puis on va voir les dents là, qui vont quasiment en dessous du nez. Là. C'est ça. Fait qu'on va les tailler. Pourquoi qu'on les taille? C'est pas juste esthétique, c'est l'alimentation, parce que plus qu'ils poussent, si je les laissais pousser comme ça, là, ils vont continuer de pousser, puis le pad va finir par pousser sur la dent. Fait que ça va varier encore plus l'angle. Puis quand l'angle n'est pas correct, bien, ils vont avoir de la misère à manger. Puis en mangeant mal, bien, ils mauvaise santé, puis tout découle de tout ça. Ouais. Donc, on veut vraiment qu'il y ait des belles dents là, pour avoir une meilleure alimentation possible. Fait que, tu sais, quand on va faire de la compétition, on va voir un juge d'alpaga. Quand les juges ils viennent évaluer des alpagas un petit peu comme une exposition agricole qu'ils vont faire avec les vaches, mais les alpagas, c'est vraiment concentré sur la fibre et sur le phénotype. Fait que lui, il va regarder la fibre principalement à 60 % puis 40 % toute la structure de l'animal. Fait que on va, comme présentateur, on va montrer les dents de l'alpaga, on va lever la queue, puis il va regarder si c'est un mâle, si les testicules sont descendus, tout ça. Fait qu'ils vont regarder tout vraiment la morphologie de l'alpaga. On parlait tout à l'heure qu'ils mangeaient du foin, tout ça, ils vont ruminer, mais c'est des faux ruminants. Les vaches, les chèvres, tout ça, ils vont ruminer, ils ont vraiment les parties de l'estomac, les 4 parties de l'estomac avec le rumen, puis tout ça. L'alpaga, c'est un faux ruminant parce qu'il n'y a pas ces 4 parties-là. Le système fonctionne différemment. Ils ont comme 3 parties d'estomac, mais qu'on appelle C1, C2, C3, parce qu'on ne veut pas les nommer comme ceux des ruminants, justement parce qu'ils fonctionnent différemment. Fait que, ils ont 3 parties, fait qu'ils vont ruminer. Fait que là, tu sais, quand ils vont manger souvent le matin, à cette heure-là, de bonne heure, surtout l'été, quand il fait très chaud, fait qu'ils vont aller manger le matin de bonne heure ou le soir, quand le soleil est en train de tomber, ils vont aller manger vite, vite. Puis souvent, l'après-midi, quand il fait très chaud, ils vont aller se coucher à l'ombre, puis on va les voir ruminer. Fait qu'on voit monter la boule dans le cou, ils vont ruminer, ils vont la ravaler. Fait qu'ils vont ruminer pareil, mais ce n'est pas des vrais ruminants. Ce qui fait qu'ils ont une alimentation, le système est différent, c'est un système qui est très efficace. Encore une fois, que j'appelle mes animaux de fin du monde, c'est un peu pour ça aussi, parce qu'ils ont une alimentation très efficace. Ils vont très bien digérer ce qu'ils mangent, ils vont prendre le maximum de nutriments dedans, contrairement aux vaches. Ils vont excréter moins de méthane aussi. T'sais, au point qu'il y a certains pays comme l'Europe qui ont de plus en plus d'élevage de camélidés pour le lait. Parce que les vaches laitières, bien, beaucoup de méthane, polluent plus, tout ça. Bien, là, ils commencent à regarder pour de plus en plus avoir de fermes laitières de dromadaires, par exemple, qui existent ailleurs dans le monde. Mais c'est ça, en Europe, là, ça s'en vient de plus en plus là, de fermes d'élevage là, qui commencent à se concentrer à faire des... Oui, le chameau laitier ou le dromadaire laitier. Là. Ça mange moins, c'est ça aussi. Là. On parle de 2 % je vais la laisser aller, elle commence à être stressée. 2 % de son poids par jour. Donc, c'est quand même relativement peu là, en matière sèche, là, 2 % de son poids par jour. Fait qu'ils vont vraiment tout bien manger ça. Tu sais, ici, on peut peut-être sortir, je peux peut-être te montrer un petit peu qu'est-ce que de là, le terrain. Ouais. Tu sais, ici, vraiment, au départ, je me suis concentrée, tu sais, c'était pas construit ici, je sais pas, c'est la grange, là, il y avait rien de construit quand on est arrivé ici, il y avait vraiment juste un garage avec 2 boxes à chevaux. Tu sais, des premières années, ça peut faire. À un moment donné, quand tu augmentes ton troupeau et que tu veux rendre ça efficace, bien, on s'est bâti les abris qu'on a ici. Tu sais, c'est des abris vraiment rustiques, là, c'est des abris qui ne sont pas isolés. Oui, je ferme certaines grandes ouvertures, là, comme... je sais pas si tu veux montrer, là. Comme celle-là, tu sais, c'est fermé l'hiver, là, je fais vraiment un tissu là, pour empêcher la neige de rentrer. L'été, bien, pas besoin, tout va bien. Mais ce n'est pas des animaux qui ont besoin d'isolation, ce pas des animaux qui ont besoin de chaleur l'hiver. Être très, très bien à moins 30 s'ils sont secs, s'ils n'ont pas de vent. Fait que, tu sais, on peut se permettre d'avoir des abris très, très rustiques. On dit souvent même l'alpaga, qu'on peut avoir des alpagas avec simplement des abris 3 murs. C'est-à-dire juste de quoi protéger de la pluie, puis 3 côtés. Un peu comme une vache Island. C'est ce qu'on dispose correctement pour pas qu'il y ait le vent du nord. Ouais. Tu sais, la problématique avec ça, ben, c'est ça. L'hiver, il faut que l'électricité se rende là pour brancher ton eau. Puis l'hiver, il ne faut pas que la neige rentre. Fait que, tu sais, des fois, on est pogné pour fermer comme un côté l'hiver. Mais c'est sûr que... C'est préférable d'avoir 4 murs. C'est préférable pour le confort de l'éleveur puis pour le temps de gestion de tout ça, d'avoir 4 murs. Mais ça peut être 4 murs quand même assez rustiques. Ça peut être une vieille grange qu'on a adaptée simplement, juste pour les protéger
les intempéries, finalement. Tu sais, au début, j'ai commencé, je ne sais pas si tu vois ici, là, c'est vraiment une section avec des dalles. Une cour d'exercice, en fait, officiellement, ça s'appelle une cour d'exercice. Moi, j'appelle ça mes terrasses. Fait que mes alpagas ont des terrasses à l'extérieur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans mes débuts, j'avais pas ça. J'avais vraiment les pâturages. Les alpagas, c'est des animaux de troupeau qui aiment pâturer. Fait que vraiment, pour le bien-être animal, je leur offrais du pâturage. C'est pas des animaux qu'on va garder dans des box, dans des écuries à long terme, puis tout ça. Ils aiment ça pâturer, ils aiment ça courir, ils aiment ça. Donc, des beaux pâturages. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un gros problème de parasites. J'en parle d'ailleurs sur mon site Internet. Du barber pole, qui est un petit ver qui suce le sang. En fait, okay. C'est des millions de vers qui sucent le sang de l'animal qui le rendent anémique à un moment donné, s'il y en a trop. Donc, j'ai eu un gros problème avec ça, qu'à un moment donné, j'ai décidé... c'est ça, on parlait des litières tout à l'heure, faire une histoire plus complète. Je ne sais pas si vous voyez les ronds qu'il y a là, qu'il n'y a pas d'herbe. Ouais. C'est vraiment mes litières d'été. Ce qui arrive, c'est que l'herbe, elle pousse le printemps, mais si les alpagas, présentement, ils pourraient déjà aller manger l'herbe, ils couperaient au ras le sol. Mais on sait ce que ça fait quand on tombe la tondeuse trop au ras le sol, c'est plus long à pousser après. C'est la même chose qui arrive à un moment donné, c'est que les alpagas vont raser tellement au ras de sol tout le temps que l'herbe va avoir de la misère à pousser. Tu sais, on a l'impression qu'on élève des alpagas, mais finalement, ce qu'on fait, c'est on gère de l'herbe, on gère de l'eau, on gère de la merde, on gère toutes sortes d'affaires. Donc, c'est ça. L'herbe, j'avais une problématique, c'était de plus en plus court, puis mes alpagas se rapprochaient de plus en plus de leur litière commune, chose qu'ils ne font pas naturellement. Naturellement, ça va être tout le temps... J'ai une plaque que j'ai plus d'herbe parce qu'ils font toujours les excréments là, puis je les ramasse. Puis après ça, autour, ils ne vont pas manger autour, puis ça pousse très, très long. Puis comme ils mangent autour, à un moment donné, il n'y a plus rien autour, fait qu'ils se rapprochent des litières, puis là, ils se parasitent. Puis c'est ça cause les problèmes de barber pole, comme j'ai parlé tout à l'heure. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, comme ça, juste comme pas de sens. Puis j'ai commencé à faire un enclos plus fermé. Problématique à ça, c'est qu'à un moment donné, je l'ouvrais parce que l'herbe était longue, puis l'herbe avait le temps de pousser autour de mes excréments. Fait que quand je refermais, il y avait juste ça d'herbe. J'avais le même problème, mais en pire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça sur dalle. Fait que, à cette heure, j'ai vraiment beaucoup Un, c'est facile à ramasser, puis ça leur donne une cour d'exercice assez propre aussi. C'est agréable à gérer. Fait que ça me permet de gérer mieux mon herbe. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu peux ouvrir à différentes portes, à différents pâturages. C'est ça. Fait que, tu sais, ils ont toujours accès à l'extérieur. Ils aiment ça, on voit qu'ils aiment ça, parce que, tu sais, l'herbe, j'ai une box d'herbe là, de foin. J'ai un box de foin là, mais j'en ai un autre à l'intérieur qui est tout aussi frais, tout aussi neuf de ce matin. C'est la même chose, mais ils apprécient l'extérieur. Surtout à ce temps-ci de l'année. Surtout présentement, là, on est le matin. Il fait quand même encore assez frais, il y a de l'ombre encore sur la terrasse, fait que là, ils vont aller manger dehors parce qu'ils sont bien. Mais c'est sûr que là, on appelle ça full fleece dans le milieu, quand ils ont vraiment toute leur toison. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, là, ils sont full fleece en plus. Fait que, tu sais, si la température augmente, la il va y avoir du soleil, ils vont avoir trop chaud, ils vont rentrer à l'intérieur. Fait que, c'est pour ça que c'est important d'en avoir aussi en dedans, là. Avoir une partie qui est à l'ombre. C'est ça, parce qu'ils vont vraiment chercher l'ombre, surtout quand ils sont full fleece comme ça. Je tombe à la mi-mai, à peu près 3e de mai, dans ma région. Il y a des éleveurs qui sont plus au nord, là, qui vont tondre plus même vers juin. Tu sais, une fois qu'ils sont tondus, c'est vraiment pour leur bien-être, une chose que je précise, parce qu'il y en a des fois qui disent « Ouais, mais tu fais ça juste pour récolter, tu leur voles leurs fibres. » Non, c'est vraiment pour leur bien-être. Si je ne le fais pas, il risque d'avoir des coups de chaleur. Ouais, c'est comme garder un manteau d'hiver tout c'est ça, exactement. Il risque d'avoir des coups de chaleur, mais faire de fertilité, puis ils peuvent en mourir. Fait que le but de les raser, c'est vraiment de les préserver de ce problème-là. Ce n'est pas des animaux sauvages, ça n'existe pas sauvage. Il y a encore la vigogne, que justement, sa fibre pousse beaucoup plus lentement. L'alpaga s'est élevé depuis des millénaires. Ça n'a jamais été un animal sauvage. C'est une modification de la vigogne qui est apparue dans le temps des Incas. Fait que, on est quand même loin. Là. Oh, oui. Fait que, on ne peut pas relâcher un alpaga et dire ben, débrouille-toi. C'est ça. Ta fibre, elle va rester longue, ça ne marche pas. Elle va pousser. Puis chaque année, c'est à peu près 5 à 10 livres sur un animal. Facilement 5 livres. Là. 5 livres, c'est comme juste qu'est-ce que je récolte, mais si j'enlève les pattes et tout ça, il y a plus que 5 livres. Là. Mais 5 à 10 livres, mais c'est 2 ans, 20 livres, 30 livres. Oui, puis tu disais que ça pèse 150 livres. C'est ça, c'est ça. Ça fait quand même c'est dur, ces articulations puis tout ça. Fait que c'est vraiment important de les raser pour ça, parce que, 1, ça pousse sans arrêt. 2, on ne veut pas qu'ils meurent d'une insolation non plus, coup de chaleur. Puis ils sont vraiment mieux après. Tu sais, ils n'aiment pas la tonte. Ben quoi qu'il y en a qui s'endorment sur mon tapis de tonte, sont vraiment étendus là, sur un tapis vraiment pour les tontes. Il y en a qui s'endorment dessus. Il y en a qui sont plus excités parce que là, voyons qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui vont cracher parce qu'ils sont un peu insultés qu'on les couche à terre et qu'on les rase. Tu sais, généralement, après le 12 minutes que ça dure, un peu comme aller chez le dentiste. C'est jamais agréable, mais après ça, tu es content de l'avoir fait.
12 minutes après, on les relâche, puis là, ils courent dehors dans l'herbe, puis ils vont se rouler à terre, étendus au soleil, comme ça. Ils sont vraiment heureux après, tu sais. Fait que là, présentement, ils vont vraiment, dès qu'il va faire le moindrement chaud, ils vont rentrer en dedans. Souvent, à ce temps-ci de l'année, ils vont coucher dehors même. Parce qu'ils sont bien à l'extérieur quand il fait frais. Mais une fois qu'ils sont rasés, là, ils vont courir le soleil, ils vont aller s'étendre au soleil, puis ils sont bien. Puis, tu sais, quand on fait la tonte, on ne fait pas n'importe quand non plus. On va vraiment choisir le bon moment pour pas qu'il fasse trop froid la nuit, puis qu'il fasse trop chaud dans le jour, pour qu'il sue, puis que ça soit dur à tondre, tout ça. Donc c'est ça. C'est un petit peu l'environnement. Tu sais, on voit un petit peu, on parlait de gestion de l'herbe. Tu sais, on voit que ça a été étendu ici. Ça n'a pas été étendu dans le fond. Je ne sais pas si tu le vois. Dans le fond, oui. Oui, c'est ça. On a étendu vraiment l'automne passé du fumier qui avait 1 an pour ne pas étendre des parasites dans notre pâturage. Fait qu'on on a étendu du vieux fumier, puis c'est ça, on le réétend au printemps, puis ça va aider à faire pousser l'herbe aussi. Chose qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est facile de mettre des alpagas dans un endroit, puis de les laisser aller, puis qu'après ça, tu n'as plus d'herbe. Tu as juste du ça, ça sable. prend une gestion de pâturage. C'est ça. Si tu vas, tu sais, il y a des éleveurs qui vont être juste sur le sable parce qu'ils vont les avoir laissés sans... tu sais, comme moi, par exemple, j'ai eu un problème de parasites parce que l'herbe était courte, mais quand tu n'as plus d'herbe, non, tu vas avoir moins de problèmes de parasites quand tu n'as plus d'herbe, mais tu n'as pas le bien-être animal, tu n'as pas le... Fait que, tu sais, il y a des erreurs un peu partout que tu peux faire, mais tu sais, de l'herbe comme ça, c'est vraiment le summum, tu sais, pour cet animal-là. On parlait tout à l'heure des mâles, puis je disais aussi qu'ils étaient séparés entre eux autres. Je sais pas, ici, je vais avoir vraiment les mâles juvéniles. J'ai un mâle mature qui est dans le fond, qui s'appelle Armstrong, qui vient des États-Unis, il parle anglais. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, on a vraiment séparé parce que les gros mâles sont vraiment pleins de testostérone, puis souvent, ils vont pousser les plus jeunes. Ils vont faire du bullying, là. C'est vraiment, ils vont les agresser. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent séparer les âges des alpagas. Fait que les plus jeunes, on va les mettre souvent ensemble. Puis même, présentement, j'ai des petits criolles mâles qui sont encore en sevrage, que j'ai laissés avec les femelles, mais c'est important de les séparer avant 1 an. Pourquoi? Parce que ça arrive, même à 1 an, qu'ils vont accoupler. Tu sais, normalement, ils ne font pas d'accouplement avant 3 ans. D'un fois 2 ans. À partir de 12 mois, 12 à 18 mois, ils ont déjà toutes leurs hormones. Ils peuvent déjà théoriquement mettre une femelle gestante. Donc, c'est pas recommandé, quand on a des bébés, c'est ça, d'avoir des bébés au-delà d'1 an, mâles avec des femelles. Fait que, souvent, même mettre un jeune d'1 an, là, c'est pas évident parce que, il y en a des beaucoup plus gros qui vont les pousser, tout ça. Surtout les mâles, comme je disais tout à l'heure, qui sont un petit peu plus agressifs. Puis, ils n'ont pas une grosse différence de grosseur par rapport aux femelles. On peut avoir des petits mâles de 150 livres aussi, mais on peut avoir des gros mâles aussi qui ont 200 livres. Puis les mâles aussi vont, contrairement aux femelles, les femelles, souvent, ça va chicaner. On me dit souvent, est-ce que l'alpaga crache? Oui, ils crachent, mais entre eux autres pour communiquer. C'est vraiment un peu leur... c'est vraiment un peu leur sac, là. Ils n'en peuvent plus, là. Eux autres, ils vont cracher. Donc, au lieu de sacrer, ils vont cracher. Fait qu'ils vont cracher sur les autres pour dire « Tasse-toi de là, je ne veux plus rien savoir. » Une femelle, c'est rare qu'elle va se rendre jusque-là. Souvent, ils vont faire lancer un petit cri, ils vont baisser les oreilles, lever le menton, puis ils vont... Là, l'autre va faire « OK, c'est correct. » Ils vont se tasser. Mais ce n'est pas les mâles. Les mâles sont fiers, fait que souvent, tu en as un qui va crier, l'autre va faire ce que tu veux, il crache dessus, l'autre crache dessus, puis là, ça part en bataille. Tu sais, les batailles de mâles, ça fait partie du quotidien d'avoir des mâles. Fait que, tu sais, quelqu'un qui me dit, moi, je veux des alpagas, puis je veux que ça soit calme, des femelles. Parce que des mâles, ils vont finir... Combien, mettons, c'est 3? Les alpagas doivent toujours être 3 minimum. Tu sais, puis des fois, plus qu'on en rajoute, plus que théoriquement, c'est calme puis ça va bien. Ça paraît contre-intuitif, là, de dire j'ai plus d'alpagas, je risque plus d'avoir de chicanes. Non, parce que souvent, quand il y en a juste 2, par exemple, ils vont chicaner toujours un avec l'autre, puis il y en a un qui finit par avoir le dessus, puis il va boulier l'autre au point de le masquer, l'empêcher de manger, tout ça, vu qu'il y a juste lui à s'occuper. Quand il y en a 3, là, il y en a un autre qui peut aller manger pendant qu'il est occupé avec un autre. Déjà, ça facilite pour que les animaux soient corrects, qu'ils n'aient 3, une belle dynamique. Mais plus qu'on en rajoute, plus qu'ils ont de temps pour s'opposer si, mettons, il y en a un qui est vraiment agressif avec eux autres. C'est ça. Entre les individus, on dit que l'alpaga est curieux, mais peureux, mais il y a énormément de comportements différents.
Il y a des mâles qui sont vraiment plus smooth, plus calmes, qui se tiennent plus à l'écart, qui n'aiment pas les chicanes. Il y en a d'autres qui sont tannants, comme Mohamed, qui n'arrête pas de tirer toujours les vêtements. Mais tu sais, Mohamed, tu vois, comme on parle de comportement, là, tu sais, Mohamed, lui, il est plus, tirer les vêtements, tu sais, quand il n'aime pas trop être touché, tout ça. Puis il y en a qu'on les attrape, ils font comme, bah, tu m'as attrapé. Il y en a d'autres qui vont se débattre. Mais ça, c'est autant les mâles que les femelles. Là. Ils ont toutes une personnalité. Ils ont toutes une personnalité. Fait que, tu sais, quand on met des mâles ensemble, on ne sait jamais ce que ça va donner, finalement. C'est une petite recette surprise. Puis quand ça s'entend bien, on se dit, ben, ça va bien. Mais tu sais, on change une partie, puis ça peut vraiment tout modifier. Tu sais, on parle souvent des mâles puis des femelles, mais tu sais, des fois, quand ils se voient, ça peut créer une problématique avec les mâles, quand les mâles sont prêts. Ici, c'est pour ça qu'on a fermé, parce que avant, on n'avait pas de problème, mais quand on a introduit Bombay, qui venait des États-Unis, qui est là-bas, dans le fond, lui, il n'acceptait pas que les autres mâles entrent à l'intérieur, vu qu'on voyait les femelles, même si on les voit d'aussi près à l'extérieur. Ça ne les dérangeait pas. Mais à l'intérieur, il ne fallait pas qu'il y ait d'autres mâles, parce que les femelles étaient là. Puis dès que j'ai bouché la vue, ben là, il a laissé les autres mâles rentrer. Okay. Fait qu'on voit que c'est vraiment très... des fois, il faut se poser des questions beaucoup, puis évaluer, OK, qu'est-ce qui pourrait causer ce problème-là, puis on réussit à régler nos problèmes de mâles. Tu sais, c'est des animaux qui sont souvent... qu'on détermine comme cute, comme super beau à voir, mais c'est aussi des animaux très drôles au quotidien, très agréables à côtoyer, qui font des coups, qui... ils n'aiment pas être touchés. Ce n'est pas des animaux qu'on va avoir pour cajoler. Là. Puis même souvent, quand ils se laissent trop cajoler, ils en deviennent presque agressifs avant nous autres, dans certains moments. Surtout les jeunes. Je n'ai pas parlé du syndrome de Berserk, là. Le syndrome du lama ou de l'alpaga agressif, c'est que un jeune, mettons qu'on a un cria qui n'est jamais rentrer ça dans la maison, jamais se mettre à le câliner, puis comme si c'était un chien, parce que au départ, tout va bien aller. Cria va nous suivre partout. Mon Dieu, c'est tellement le fun. Il vient s'asseoir à côté de moi, je peux le flatter. Puis quand les hormones commencent à embarquer, puis qui est rendu mature vers 2-3 ans, là, il va commencer, il nous voit rendu là comme un des leurs. Là. On a été tellement proches d'eux autres qu'il nous prend un peu comme un alpaga. Puis comme on ne comprend pas tout leur mode de communication, ils communiquent beaucoup, ils connaissent un petit peu par les sons. Généralement, ils sont assez silencieux, mais ils communiquent beaucoup par leur posture, leur corporel, les oreilles, la queue. Puis juste un changement comme ça, là, ça veut dire quelque chose. Baisse un petit peu les oreilles, levez le menton, lève un peu la queue. Puis on ne les voit pas tout le temps. Fait que c'est facile, après ça. L'alpaga dit, il ne me comprend pas. On dirait qu'il veut m'attaquer. On dirait qu'il ne me respecte pas. Puis là, il commence à vouloir se battre avec l'humain. Fait que, ça va arriver à la puberté. Puis souvent, les gens ne gardent pas leurs alpagas assez longtemps pour le voir. Comme éleveur, ça fait quand même 12 ans. Là. Puis il y a des alpagas. Puis même en sachant ça, syndrome de Berserk, même en faisant attention pas trop câliner les crias, juste donner les soins nécessaires, les laisser aller, qu'ils découvrent qu'ils sont des alpagas avant d'apprendre à marcher au licou, une fois qu'ils sont sevrés puis sont plus vieux. Juste en donnant des médicaments quand ils sont trop jeunes, puis qu'ils nous voient leur donner des médicaments, mais ils ont fait attention. J'en ai 2 qui ont vraiment développé un syndrome de Berserk assez agressif. Non, j'ai été obligée de faire euthanasier parce que dès que je rentrais dans l'enclos, il m'attaquait. Fallait que je rentre avec une pelle pour faire attention pour pas qu'il m'agresse. Mais puis la première, c'était une surprise. Il était agréable, il était colleux, fatigant, mais il était agréable. Jusqu'à un moment qu'à un moment donné, je m'en venais ici, je m'en venais ouvrir la porte, me pogner par derrière, me rentrer dans la clôture. C'est là ça a cassé. Ouais. Puis après ça, à chaque fois que je rentrais, il voulait m'agresser, il voulait me mordre les pattes, il voulait... L'alpaga, on a parlé des dents d'avant, mais ils ont des dents de combat aussi. Les mâles qui sont encore plus grandes. Fait que, quand les dents ne sont pas faites, bien, ça peut nous blesser aussi, comme ça peut blesser les autres animaux. Donc, c'est ça. C'est un... Il faut vraiment faire attention. Le comportement de l'alpaga, oui, ils peuvent être très, très agréables. Mes enfants, il y avait leur jeu d'impâturage quand ils étaient jeunes. Je les laisse aller entre les animaux. Ce pas des gros animaux, ce pas des animaux qui sont agressifs, mais il faut faire attention à ça. Il faut faire attention au moment de leur naissance. Oui, il faut faire attention à leur croissance qui se développe vraiment comme des alpagas et pas comme un animal domestique. Comme un animal domestique, exactement. Fait que c'est ça. Fait que les mâles, quand ils vont se battre entre eux autres, même s'ils ne sont pas berserk, là, ils vont se battre entre eux autres. Mais des fois, c'est très... c'est surprenant. Parce qu'on a l'impression, ça a l'air des gros toutous, puis on se dit, bon, mais
Ils en ont dedans pareil. Ils en ont dedans, c'est une vraie lutte romaine, c'est très agressif, ils vont cracher partout, la gueule pendante avec du verre qui va couler, puis ils vont... Pas vrai, parce que quand ils crachent à long terme, ben, la mâchoire, elle décroche, puis c'est ça, puis ils vont comme baver vert, là, avec le contenu de leur estomac. Donc, c'est ça, fait que oui, effectivement, ça peut être assez surprenant à quel point ça peut être agressif entre eux autres, puis on ne veut pas vivre ça comme humain, fait qu'on ne veut pas qu'ils soient bercés, qu'on ne veut pas qu'ils soient agressifs envers l'humain. Tu sais, le but ultime d'avoir des alpagas, c'est vraiment ben, on les tond, comme je disais tout à l'heure, pour leur bien-être. Mais tu sais, tant qu'à tondre un alpaga, on ramasse la fibre puis on la transforme. Puis le but ultime qu'on élève d'avoir des alpagas, outre que c'est super le fun d'avoir ça, puis c'est beau d'un pâturage, puis que c'est agréable à côtoyer, c'est d'avoir une fibre de qualité pour faire des beaux accessoires d'hiver ou de printemps. Ça respire très bien. Fait que tu sais, on voit ici, ben tu sais, tout ici, là, sauf celui-là ici, là, c'est tout des couleurs naturelles. Fait qu'on parle de, officiellement, là, il y a 16 couleurs officielles d'alpaga, mais 250 coloris. Okay. Puis, tu sais, ça va varier vraiment du blanc puis au gris. On peut avoir du noir, des fauves ici. Ça, c'est fauve foncé, mais tu sais, des roses gris qu'on appelle, là, tu sais, que c'est des couleurs très, très classiques. Mais c'est ça, tu sais, encore une fois, c'est encore, sauf celui-là qui est teint. Ça, parce que oui, l'alpaga, c'est un des mammifères qui a le plus de couleurs de toison, de variations de couleurs, mais c'est une fibre qui se teint aussi. Fait que, tu sais, je peux avoir des rouges, je peux me teindre des jaunes si je veux. Puis, tu sais, de toutes les couleurs naturelles, si je veux garder ça naturel, je peux les mélanger aussi au moulin. Fait que 16 couleurs officielles, 250 coloris, plus les mix au moulin, on vient que... C'est infini de variations et de teintes de couleurs qu'on peut mélanger ou pas ensemble. Comme moi, je n'ai pas d'alpaga gris, mais je mélange mon blanc et mon noir au moulin à certaines proportions. Puis là, je peux me faire des gris clairs. Là, je pense que j'en ai pas de gris foncé là-dedans, mais oui, j'en ai ici. Comme je me suis fait un gris charcoal ici. Fait que, je peux faire vraiment toutes les variations de couleurs. Puis, je ne sais pas si tu vas le voir comme ça avec ta caméra. Là. Ça, c'est comme moins mélangé. On voit. Ouais, on a voulu faire des petits pickles de couleurs dedans dans mon fil. Fait que, on peut varier. Ici, quand je l'ai fait filer, j'ai un brin noir et 2 brins bruns pour faire vraiment une affaire. Puis, fait que, rendu là, moi, j'aime ça dire que élever des alpagas, c'est très diversifié comme occupation parce que, très terre à terre, on a ramassé de la merde tantôt. C'est très terre à terre. Il y a un côté très scientifique quand on regarde la fibre, le micron, tout ça. On fait analyser les apidis, tout ça. Puis il y a un côté très artistique aussi à ça. Parce que veux pas, tu as de la fibre, après ça, puis tu peux la transformer. Tu peux la faire transformer aussi. Parce que, tu sais, quelqu'un qui se dit, moi, je veux des alpagas, mais tu sais, je ne sais pas tricoter. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir des alpagas, pouvoir porter la fibre de mes alpagas l'hiver. Ben oui, ça se peut. Quelqu'un pourrait se dire, moi, je veux pas des animaux calmes, 3 femelles, ça serait l'idéal. J'ai une petite ferme, il y aurait tout leur pâturage, ne jamais mettre avec des moutons, des chèvres, parce qu'ils partagent les mêmes parasites, puis c'est un enfer, là. Donc, c'est ça, fait que, ils ont leur petit enclos tout seul, on peut un petit pâturage pour eux autres, 3 femelles, super calme, je récupère la fibre à tous les ans, je fais tondre, parce que, mettons que je ne tombe pas, mais oui, on peut tondre aussi, moi, je tombe moi-même mes animaux. Donc, c'est ça, mettons, on les fait tondre. Après ça, ben, je récupère la fibre, je la trie, je fais des mix de couleurs que je veux, je la fais filer, ou j'engage une artisane qui peut me faire un fil à mon goût aussi. Là. Puis après ça, ben, une fois que c'est filé, ben, je peux engager une tricoteuse et dire, peux-tu me tricoter une veste comme ça en alpaga? Peux-tu me tricoter un foulard en alpaga? Peux-tu me tricoter une tuque? Tu n'as-tu assez? Fait que, tu sais, on peut en faire des cadeaux à nos amis, tout ça. Fait que oui, c'est ça. C'est un long processus, la transformation de la fibre. C'est un monde très diversifié, mais c'est un monde vraiment captivant, passionnant, tu sais. Fait que... Et toi, ici, tu vends quel type de produit? Mettons, si on fait un petit tour vite. Ben, tu sais, moi, je fais beaucoup de transformation. Fait que, tu sais, je fais de la teinture, on s'entend. Ouais. Tu sais, je veux dire ça, j'ai une couleur teinte à la main, j'ai une couleur naturelle dedans. Fait que, on peut faire des mélanges. Ça, c'est le côté artistique, là. Fait que, tu sais, je peux faire des mélanges, je peux décider le point que je vais faire mon tricot. Fait que je vais faire des foulards, j'ai des mitaines. Je me suis même fait des tapis. Avec de la fibre qui est plus, mettons... Ben, c'est ça, c'est un fil à tapis. Fait que c'est un fil d'alpaga, puis à l'intérieur, il y a un cœur de coton. OK.
Fait que c'est avec ça que je fais mes tapis. Mais tu sais, là, j'ai un nouveau métier à tisser que j'ai pas encore essayé beaucoup, mais je suis supposée d'avoir des foulards tissés aussi que je commence à faire, mais tu sais, des mitaines, des foulards. Tu sais, on peut feutrer l'alpaga, autant on peut le tricoter qu'on peut le crocheter. Tu sais, quelqu'un qui ne tricote pas dit, ben, qu'est-ce que je fais avec? Ah, tu peux le crocheter aussi. Tu peux le tisser, puis tu peux le feutrer. Fait que ça, c'est du feutre d'alpaga. C'est ce qu'on ne veut pas faire avec un beau foulard, en fait. Tu sais, quand tu as un beau foulard d'alpaga, il dit, mets pas ça dans la sécheuse, ça va feutrer puis ça va rapetisser. Ben, c'est exactement ça que j'ai fait avec ça. C'est que ça, c'est une feuille de feutre là, qu'on a feutrée puis qu'on a transformée comme un tissu. Finalement, c'est l'ancêtre du tissu, du tissage, c'est le feutrage. Fait que, le feutrage, c'est vraiment l'acte toutes les fibres, toutes les poils, ils ont des écailles. C'est comme ça qu'on reconnaît d'ailleurs au microscope un cheveu humain d'un poil de tel animal, puis on reconnaît l'espèce. C'est à cause des écailles. Il y en a qui ont des écailles plus dispersées, il y en a qui sont plus grosses, il y en a qui sont plus ouvertes. L'alpaga des écailles, puis c'est ça qui va faire que ça va feutrer. Il y a des fibres qui vont feutrer moins bien, les écailles, bref, c'est super complexe. L'alpaga des écailles, puis qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut feutrer ou qu'on ne veut pas feutrer? C'est qu'en mettant de la chaleur, on ouvre les écailles. En mettant du savon, on donne un lien super agréable. Puis en faisant de la friction, on emboîte les écailles. Puis une fois qu'ils sont emboîtés, ils ne se désemboîtent plus jamais. C'est ce qui fait le feutrage. Fait que, tu sais, quand on veut laver un foulard puis qu'on ne veut pas le scraper, c'est qu'on ne le met pas à l'eau chaude pour ne pas ouvrir les écailles. Ouais. On met du savon, mais pas trop non plus. Puis on ne le met pas à nettoyage puis bien brassé. Bien brassé à l'eau chaude ou dans la sécheuse après, là, c'est la recette parfaite pour faire un beau feutre avec ton foulard. Puis quand ça feutre, ça rapetisse parce que veut pas de la fibre, il y a de l'air entre les... Ouais. Mais quand ils s'emboîtent, ben là, ils prennent moins d'espace. Puis c'est ça qui fait qu'un item va rapetisser quand il va feutrer. Okay. Mais tu sais, ça peut être de quoi d'agréable à faire. Tu sais, évidemment, quand j'ai des décès, je récupère la fourrure. Je la fais tanner au Québec. On a des artisans tanneurs, chose que... C'est drôle parce qu'en travaillant le textile, on se rend compte qu'à une certaine époque, avant la fibre synthétique, avant la guerre, les fibres naturelles, on avait énormément d'industries de fibres naturelles. Du mouton, on avait des usines de soie, on avait à Montréal, on avait énormément d'usines qui transformaient les fibres naturelles. On avait une industrie textile. Quand les fibres artificielles sont apparues, là, ça s'est comme spécialisé. Il y a beaucoup d'industries qui ont fermé les fibres naturelles. C'était l'engouement pour les fibres synthétiques. Puis on a perdu l'industrie textile. À un moment donné, ça a été quand même très fort. Puis là, ça a descendu quand la Chine a embarqué. Tout ça qui faisait ça à moindre coût, bien, tout a fermé. Fait que là, on a perdu un bagage textile épouvantable. Tu sais, oui, il y a encore les fermières, les affaires qui vont tisser puis qui vont faire des affaires comme ça. Mais dans les nouvelles générations, il n'y a pas tant qui apprennent à tisser, outre que, mon Dieu, je connaissais quelqu'un qui tissait ou je voulais vraiment apprendre à tisser. Tu sais, je veux dire, c'est pas le commun tu regardes une population et tu te demandes c'est qui sait tisser, c'est pas beaucoup. Qui sait tricoter de plus en plus parce que c'est plus accessible qu'un métier à tisser dans une maison. Ça revient un petit peu à la mode, mais tu sais, pas tant non plus. C'est une mode, mais c'est ça, pas au point de se dire on peut avoir une industrie puis que si la Chine décide qu'ils nous font la guerre et qu'ils ne veulent plus rien savoir de nous autres, on est capable de se débrouiller en textile. J'aime beaucoup faire le parallèle avec les cordonniers. Tu sais, à une certaine époque, on faisait réparer nos chaussures parce qu'ils valaient quelque chose, nos chaussures valaient cher, puis ils étaient bien faites, puis solides. On les envoyait chez les cordonniers pour les faire réparer. Maintenant, c'est tellement fait cheap. On veut tellement pas réinverser le prix de notre soulier qu'on se rachète une nouvelle paire de souliers au lieu d'aller chez le cordonnier, ce qui fait que les cordonniers ont fermé, ce qui fait qu'on n'a plus de formation de cordonnier, qu'on n'a plus l'expertise de cordonnerie. C'est un problème de société, je pense, aussi le textile. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.